Salut YouTube, bienvenue dans cette rediffusion. Nous sommes le 5 mars. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout roule pour toi malgré la situation mondiale, de quoi avoir pas mal d'anxiété par rapport aux news. Je te propose un sujet qui va nous faire changer d'air, qui va nous ramener peut-être à vos meilleurs souvenirs de plage. Pourquoi? Parce qu'on va parler de sable. On va parler de sable et on va parler d'eau. On va parler d'un mélange eau-sable. Tu vas voir qu'en fait, ce n'est pas pour rien que les physiciens s'intéressent à la mécanique des gouttes d'eau sableuses. Ça a tout un intérêt, ça trouve son intérêt, pas seulement pour s'amuser à la plage, mais aussi et surtout pour anticiper d'éventuelles catastrophes qui pourraient avoir lieu sur les terres que nous connaissons. On sait que l'eau joue un rôle dans les mécanismes d'érosion, mais on ne soupçonnait pas jusqu'à maintenant les impacts que pouvait causer l'eau au niveau de terrains sablonneux. Je vais prendre le temps d'expliquer bien sûr tous les enjeux qu'il y a autour de cette recherche-là, en expliquant un peu plus dans les détails ce qu'ont fait les chercheurs pour examiner la dynamique des gouttes. Vous pouvez déjà le voir sur cette image un petit peu, vous représenter à quoi va vous représenter un petit peu justement les résultats qu'on peut trouver les chercheurs. Ne vous inquiétez pas, on va parler du sujet pas à pas. Il est complexe, voilà, je préfère prévenir, on va parler de physique avec des notions de physique qui peuvent être un peu difficiles à appréhender, mais je vais faire de mon mieux pour vous accompagner dans la compréhension de cet article en vous expliquant justement quelles ont été les démarches des chercheurs et à quoi ça sert de faire ce qu'ils font. Ce n'est pas seulement de la physique fondamentale, mais ça trouve carrément son application, encore une fois, dans la compréhension de phénomènes plus macroscopiques qu'on retrouve dans la société, dans le monde aujourd'hui. Bon, rentrons dans le vif du sujet. De quoi s'agit-il? Comme je l'ai déjà dit, il s'agit de gouttes d'eau, certes, mais des gouttes d'eau qui sont sablonneuses, donc des gouttes d'eau qui ont récupéré du sable au cours de leur écoulement. Et donc la subtilité, elle vient de là, ça va être étudier précisément comment les gouttes d'eau, en chutant, en tombant, en coulant sur une pente sablonneuse, comment ces gouttes d'eau peuvent attirer à elles un ensemble de sable, un ensemble de particules de sable. Et en fait, ce qu'ont remarqué les chercheurs, c'est que ces chutes d'eau sur des pentes sablonneuses peuvent être radicalement différentes selon un certain nombre de propriétés physiques. On va prendre le temps de regarder quelles sont un peu les propriétés physiques cruciales qui jouent justement sur la forme que peuvent prendre les gouttes et sur justement la quantité de sable aussi qui est récupérée, parce que ça fait partie des paramètres qui sont surveillés, qui sont étudiés. Alors pourquoi s'intéresser à ça? Je vais peut-être commencer d'abord par l'intérêt pour vous montrer que ce n'est pas seulement de la masturbation intellectuelle de physiciens derrière, mais c'est que ça trouve tout son intérêt dans le vrai monde de la vérité véritable. L'intérêt derrière, c'est de mieux comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre lorsqu'on a des catastrophes, les catastrophes qui impliquent en général de fortes précipitations. Il y a un exemple, par exemple, ici le 25 janvier dernier, il y aurait eu un tronçon de falaise de 4 km qui se serait effondré en Sicile. Et c'était dans un contexte de forte précipitation. Et c'était pas forcément, c'est ce genre de catastrophe dont on ne connaît pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Il s'agit ici de comprendre les mécaniques, encore une fois, de l'interaction qu'il y a entre la chute d'eau et le sable pour mieux anticiper les dégâts que peuvent causer les précipitations sur les terrains, parce que c'est ça le truc. Comme je le disais un peu plus tôt, on a des phénomènes d'érosion. Alors l'érosion, ça, je pense que vous connaissez au moins de nom ce terme, l'érosion qui désigne justement l'endommagement un peu progressif d'un matériau en fonction de ce qu'il subit dans son environnement. On sait que l'eau, typiquement les précipitations, la pluie, en tombant, les gouttes d'eau, ça on le sait depuis longtemps, les gouttes d'eau en tombant sur de la roche ou même sur du sable, va commencer à gratter l'intérieur de ce matériau. Et imaginez tout simplement vous-même, si vous voulez lâcher une goutte en hauteur et qui tombe sur du sable, au moment de l'impact, la goutte va laisser une sorte de petit cratère, donc, ce qui est une forme d'érosion. Donc ce type d'érosion-là est bien connu de la part des physiciens, ça a été étudié. Donc on connaît les conséquences des précipitations sur l'endommagement des terrains, des sols, etc. Mais par contre,
quelque chose qui a été beaucoup moins étudié et qui est l'objet justement de ce papier scientifique, c'est comment les gouttes d'eau, en chutant, en s'écoulant le long de pentes sablonneuses, eh ben, peuvent participer finalement à déplacer du sable et à le déplacer de sorte à ce que ça devienne catastrophique, que ça réorganise, si vous voulez, la distribution de la matière à certains endroits, dans certaines zones sablonneuses, de sorte à ce que ça, après, engendre certaines catastrophes, comme celle qu'on vient d'évoquer, l'effondrement de falaises. Donc l'objectif derrière, c'est comprendre la physique de l'écoulement des gouttes d'eau sur des pentes sablonneuses pour mieux anticiper, en cas de précipitation, en cas de forte pluie, eh bien, à quel point certains terrains peuvent être endommagés, peuvent être fragilisés, et justement à un niveau tel que ça puisse provoquer une catastrophe. Des pentes sablées, sableuses ou sablonneuses? C'est une bonne question d'ailleurs, je ne sais même pas la différence entre les trois objectifs. En tout cas, tout ce que je peux te dire, ch'tiote peluche, c'est que les chercheurs ont dans leurs études se sont servis d'expériences. En fait, ils ont fait des expériences en laboratoire, vous allez le voir, j'ai des vidéos à vous montrer, ça va être très ludique en fait, cette news, aussi technique soit-elle sur le plan de la physique, vous allez le voir qu'elle est très visuelle aussi, parce que j'ai plusieurs vidéos à vous montrer, plusieurs vidéos des expériences qui ont été menées et qui justement permettent de mettre en évidence les différents phénomènes qui jusqu'à maintenant n'étaient pas forcément pris en compte. Et dans ces expériences-là, vous allez le voir, eh bien, on va se servir d'une pente, on va se servir d'un plan incliné, du coup, qu'on appelle une pente. Et cette pente, elle est constituée de sable, justement pour simuler les pentes sableuses ou sablonneuses qui peuvent exister. Salut Evan Vibes, bienvenue à tous ceux et celles bien sûr qui viennent de rejoindre. Je rappelle d'ailleurs à YouTube qui nous écoute que si tu veux participer au live, poser tes questions et profiter de l'ambiance sur Twitch, n'hésite pas à me rejoindre du mercredi au dimanche tous les matins. Ça me ferait un plaisir bien sûr de t'accueillir sur la chaîne pour que tu puisses profiter de l'expérience au maximum. Donc c'est d'ailleurs big up aux Suisses du chat puisque c'est en partie des chercheurs venant de l'école Polytechnique fédérale de Lausanne qui ont travaillé sur cette étude. On a également l'université de Pennsylvanie aux États-Unis qui a participé, donc c'est un mélange entre des Suisses et des Américains qui ont pu mettre en évidence justement un certain nombre de mécanismes. Vous allez le voir, je vais essayer de vous les faire comprendre. C'est particulier, mais c'est, je trouve, particulièrement intéressant à l'échelle fondamentale et encore une fois, par rapport aux conséquences que ça aura sur nos décisions lorsqu'il y aura de fortes précipitations. L'étude de la dégradation, bien sûr, des sols. Alors comment ils ont fait? Comme je l'ai expliqué, ils ont mis en place des expériences avec un plan incliné. Et en plus de ça, ils avaient à leur disposition une caméra qui permet de filmer à super haute vitesse les phénomènes, de sorte après à faire des vidéos en slow motion pour mieux regarder les phénomènes qui se déroulent. Je le redis, mais voilà, vous le savez déjà, vous en avez déjà fait l'expérience. Lorsque vous laissez une goutte tomber en haut, en hauteur, et ben, au moment de l'impact, la goutte va bien sûr provoquer un petit cratère au niveau du sable, mais la subtilité, c'est que une goutte ne s'arrête pas là. Surtout si le plan est incliné. Si le plan est incliné, et je vais vous montrer une première vidéo qui l'illustre parfaitement, si le plan est incliné, bah, la goutte aura tendance bien sûr à chuter, à continuer à suivre la pente, à tout simplement basculer et rouler le long de la pente. Alors justement, tout le cœur de l'étude, il est à savoir réussir à caractériser quel est le type de chute et comment la goutte se transforme au cours de la chute. Car comme vous allez le voir, en fait, la goutte peut prendre des formes tout à fait différentes en fonction d'un certain nombre de paramètres. Mais ça, c'est pour après. Déjà, ce que je peux vous montrer pour illustrer, c'est cette vidéo qu'ils ont prise. Alors ça, c'est dans un contexte naturel, ce n'est pas encore leur expérience de laboratoire, ça c'est dans la nature. Ils ont pu filmer un exemple de goutte qui chute et en chutant récupère du sable, récupère en tout cas de la matière lors de son écoulement. Ça a été pris en Suisse
Donc dans un environnement complètement naturel. Donc regardez, hop, là vous avez la goutte ici qui est entourée et vous avez le zoom qui est là. Vous voyez en gros un exemple typique de goutte qui chute et qui au cours de sa chute s'assombrit d'ailleurs parce que elle commence à collecter au cours de sa chute un certain nombre de particules, un certain nombre de débris qui sont ceux bien sûr de la pente, quoi. Beboot qui veut goûter la goutte. Ouais, Beboot là elle est à fond, je sais pas ce qu'elle a vu, mais elle est très intéressée, elle a vu peut-être un fantôme. Donc voilà, exemple typique de phénomène qui se passe dans la vraie vie du monde véritable. Là, il y a un autre film rigolo que je peux vous montrer où c'est pareil, ils ont observé les chutes de gouttes dans des environnements naturels. Pareil, là, les gouttes, elles sont entourées. Alors, je sais pas trop ce que c'est la différence entre la gauche et la droite. Je pense que la droite, c'est un zoom à un endroit. Et vous pouvez voir que les gouttes, en tombant, elles finissent aussi par chuter, à rouler quoi, le long de la pente. Ensuite vient l'expérience à proprement parler. Ils ont essayé de reproduire en laboratoire un peu les mêmes conditions avec une pente sablonneuse ou sableuse. On verra. Moi, j'ai pas la réponse. Hein. Si vous voulez me dire la différence, le bon adjectif à employer dans le chat, je suis preneur. Mais en tout cas, voilà, ils ont reproduit le même genre de situation en laboratoire. Sauf que, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plusieurs paramètres qui vont faire varier la nature de la chute d'une part et d'autre part après aussi la forme de la goutte. Donc ces paramètres, c'est là où on va commencer à rentrer un petit peu dans les détails. C'est des paramètres physiques qui vont dépendre à la fois de la nature de la goutte initiale mais aussi de la pente. Je vais prendre le temps d'expliquer un peu plus précisément quels sont les paramètres qui sont en jeu et justement comment, en fonction des variations de paramètres, ça va littéralement modifier le type de chute et l'évolution de la forme de la goutte. Déjà, il y a un truc qu'il faut réussir à comprendre, c'est qu'un truc assez général, avant que je rentre dans les détails, je vais vous décrire un phénomène assez général. C'est quoi? C'est le fait que lorsqu'une goutte chute le long d'une pente, là c'est quelle que soit on va dire la nature de la pente ou la nature de la goutte, lorsqu'une goutte chute, c'est-à-dire qu'elle roule, elle va rouler le long de la pente, en fait vous allez avoir, si vous voulez, deux grandes familles d'interactions, deux grandes familles de forces, je vais appeler ça des forces pour simplifier, d'accord? Vous allez avoir deux grandes familles de forces qui vont s'opposer. D'un côté vous avez ce que j'appellerais les forces attractives, ou les forces de cohésion, je vais les appeler comme ça. Les forces de cohésion, c'est quoi? C'est les forces qui vont garantir à la goutte de garder sa forme sphérique. Parce que de base, la forme de la goutte est sous la forme d'une sphère. Ça s'explique par ce qu'on appelle la tension superficielle, qui est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est derrière le concept qui explique pourquoi la goutte prend la forme de sphère. C'est pour minimiser l'énergie et faire en sorte que les molécules d'eau, si c'est une goutte d'eau en tout cas, eh bien restent en place les unes avec les autres, se resserrent au maximum, interagissent au maximum les unes avec les autres. Donc la goutte va prendre la forme d'une sphère, ok? Bref, d'un côté vous avez les forces, on va dire, de cohésion, dont la tension superficielle fait partie quelque part. Donc ça va être ces forces qui vont garantir à la goutte de rester sous sa forme de sphère, qui vont tout faire pour que la goutte reste sous forme de sphère, d'accord? Donc ça vient des interactions qu'il y a entre les molécules, donc les molécules d'eau qui interagissent les unes avec les autres et qui essayent tant bien que mal de rester collées les unes avec les autres au sein de la goutte. Ça c'est une force de cohésion. Le but c'est de maintenir la goutte sur son état de sphère. Et de l'autre côté, l'autre grande famille de forces, ça va être les forces au contraire qui vont participer à changer la forme de la goutte et qui vont participer à arracher, qui vont participer à transformer la goutte. Et ça, c'est par exemple la force centrifuge. Alors je vais pas, pareil, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée c'est que la goutte, en chutant le long de la pente, la goutte va rouler, d'accord? Et en roulant, il va y avoir la force centrifuge qui va tendre la goutte à se transformer, à se disloquer. C'est comme vous,
lorsque vous êtes dans un manège ou que vous êtes en voiture et que vous prenez un virage, la force centrifuge, c'est la force qui va avoir tendance à vous faire sortir de la trajectoire. Vous voyez quand vous êtes en voiture et que d'un coup il y a un virage un peu serré, et ben votre corps il va être emporté à l'extérieur du virage. Vous voyez cette sensation où vous avez l'impression que votre corps va partir à l'extérieur du virage. Pardon. Ça, c'est la force centrifuge. Okay, ben, faut imaginer que cette force, elle a aussi lieu dans une goutte qui roule parce que la goutte, elle est en rotation. Comme la goutte, elle roule sur la pente, elle est en rotation. Et donc, comme elle est en rotation, et ben, les molécules d'eau, c'est pareil. Elles vont avoir tendance à être éjectées de la trajectoire de la rotation. Donc, cette force centrifuge, elle va, si vous voulez, challenger, elle va pousser la goutte à se disloquer. C'est pour ça qu'au cours de sa chute, la goutte risque de se disloquer si la goutte atteint une certaine vitesse, parce que la force centrifuge est d'autant plus forte que la vitesse de rotation est importante. Or, si la pente est très raide et que la goutte va très très vite, si elle roule très très vite, la goutte, elle risque de subir une force centrifuge qui va être très élevée. Et donc, au bout d'un moment, si la force centrifuge est trop élevée, elle va dépasser les forces de cohésion qui maintiennent la goutte comme une goutte. La force de centrifuge va être tellement forte qu'elle va participer à disloquer la goutte, d'accord ? Ça va juste la rompre en plein de morceaux différents. Et donc, ça va arrêter la goutte dans sa chute, quoi. Voilà. Donc, il faut que vous compreniez ça parce que c'est un peu ça qui va... Globalement, c'est ce jeu entre deux grandes catégories de force. C'est un peu ça qui va conditionner l'avenir de la goutte, entre une goutte qui continue de rester relativement sphérique et chuter, et une goutte qui, au contraire, va tellement vite qu'au bout d'un moment, la force centrifuge va la faire disloquer au cours de sa chute. Donc ça, c'est une première chose qu'il fallait que j'introduise avant que j'aille encore plus loin. Donc c'est le fait que, si vous voulez, il y a deux grandes familles de forces qui sont opposées. L'une qui va garantir plutôt la cohésion et l'autre qui est plutôt responsable de la dislocation. Salut Tiki. Et ils ont remarqué que, en fait, il va y avoir deux grandes familles. Et c'est là où il y aura des vidéos, donc vous inquiétez pas, vous allez réussir, je pense, quand même à comprendre avec les vidéos. Il y a deux grandes familles de gouttes qu'on retrouve. Deux grandes familles de gouttes qui se forment au cours de la chute. Il va y avoir des gouttes de forme en double lobe et des gouttes qui, au contraire, auront la forme de donut. Alors, je vous les montre là en vidéo. C'est ce qu'il y avait en cliché sur l'article. Mais regardez, en mettant play, vous allez les voir se déplacer. Là, il faut imaginer que c'est des plans inclinés. Là, on les voit à l'horizontale, mais en réalité, les plans sont inclinés. Là, ne vous fiez pas à l'horizontalité. En réalité, ces plans ne sont pas horizontaux, ils sont inclinés. Donc, soit vous avez en haut des gouttes qui sont à la base, elles sont sphériques. À la base, les gouttes sont sphériques, elles sont lâchées sur un plan incliné. Et soit elles finissent par devenir des doubles lobes, comme vous le voyez en haut, soit, comme vous le voyez en bas, et je vais remettre, soit ça devient au contraire des gouttes en forme de donut, où vous avez beaucoup de sable qui s'accumule en périphérie, avec un trou laissé au centre, quoi. Enfin, un trou, il y a de l'eau qui est au centre, bien sûr. Donc voilà, le profil de la goutte, tout à fait. À ne pas confondre avec la goutte de poids qu'on surveille depuis maintenant facilement plusieurs semaines. Donc voilà, on a deux stéréotypes, deux catégories, deux formes de gouttes principales qui ont été identifiées au cours de l'étude. Et en fait, ce qui va être intéressant ici, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui va jouer, qu'est-ce qui va conditionner, quels sont les facteurs qui vont conditionner les gouttes à soit devenir un double lobe comme ça, soit devenir une sorte de donut comme il y a en bas. Et en fait, les scientos, ils ont réussi à mettre le doigt sur un paramètre. C'est là où ça va devenir un peu compliqué. Un paramètre qui joue un rôle déterminant dans le devenir de la goutte. Ce paramètre, c'est ce qu'on appelle le nombre de Galilée. Alors le nombre de Galilée, je ne connaissais pas du tout. Galilée, il a fait beaucoup de choses. Je ne savais pas qu'il y avait un nombre derrière. Alors je ne sais pas si c'est lui qui a contribué directement à ça ou si c'est, on va dire, un hommage qu'on lui a rendu quand on a étudié la mécanique des fluides. Parce que typiquement, le nombre de Galilée, c'est un paramètre qu'on retrouve beaucoup en mécanique des fluides plutôt. Et c'est un paramètre qu'on invoque lorsqu'on étudie
la chute d'un corps dans un fluide. Par exemple, vous lâchez, je dis n'importe quoi, une boule de pétanque dans de l'huile et vous regardez comment dans l'huile la boule de pétanque chute. Comme ça, vous mettez dans dans une énorme bassine d'huile, vous lâchez une boule de pétanque et vous regardez comment à l'intérieur de l'huile la boule de pétanque chute. Et donc l'étude, voilà, ça c'est typiquement une étude qu'on peut faire en mécanique des fluides et en fait c'est s'intéresser à l'écoulement d'un objet dans un milieu donné. Et donc dans ce type de situation, on peut définir ce qu'on appelle un nombre de Galilée. Et là, alors là, c'est pas exactement, on n'étudie pas la chute d'une goutte dans un milieu, mais là, c'est plutôt on étudie la chute d'une goutte le long d'une pente. Alors, c'est pas tout à fait la même situation, mais c'est aussi une situation, on va dire, de mécanique des fluides. Et en tout cas, on peut définir pareil un nombre de Galilée qui pourra caractériser la chute, quoi. Qui va caractériser l'écoulement, on va dire ça comme ça. Alors, j'ai pas dit ce que c'était encore précisément le nombre de Galilée, mais justement, je fais exprès pour essayer de pas rendre le truc trop compliqué. Donc bref, tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un nombre qui s'appelle le nombre de Galilée et qui va, dans une certaine mesure, caractériser la nature de l'écoulement, la nature de la chute, la nature de l'objet qui chute. Dans notre cas, encore une fois, à nous, on étudie une goutte d'eau qui est sur une pente et qui chute sur une pente où il y a du sable, quoi. Voilà. Si elle rebondit en atterrissant ou si elle a glissé peut-être. Alors, en fait, une goutte, selon aussi effectivement à quelle hauteur tu l'as fait chuter, etc., à quelle vitesse elle va, il est possible que des fois elle ne chute pas. Arcator, il est possible que la goutte, au moment où elle tombe, elle explose en plein de petites gouttelettes et toutes ces gouttelettes ne chutent pas. Donc ça aussi, ils ont fait des expériences pour faire en sorte de provoquer la chute. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer maintenant. Tiens, je vais profiter de ta question pour illustrer le propos. Là, c'est le début de l'expérience. Tout à l'heure, je vous ai montré justement le devenir des gouttes, deux devenirs qui sont différents. Et là, je vous montre juste le début de l'expérience avec à gauche et à droite deux situations différentes. À gauche, vous avez... Regardez, vous allez voir, hop. À gauche et à droite, dans les deux expériences, vous laissez tomber une goutte. Dans les deux cas, c'est à la même distance de la pente. Sauf que ce qui va différer, c'est que à gauche, le liquide est plus visqueux. Vous le voyez d'ailleurs parce que la goutte, là, elle tombe plus rapidement à droite qu'à gauche. Elle tombe d'abord à droite et vous allez le voir, elle va tomber à gauche. À gauche, vous avez un liquide plus visqueux, c'est pas de l'eau, mais c'est du glycérol ou c'est un mélange eau-glycérol qui rend le tout un peu plus visqueux. D'ailleurs, ça va se voir parce que ça va laisser, vous allez voir une sorte de trait. Regardez au moment de l'écoulement, là, il y a vraiment cette petite, cette fin coulée qui est caractéristique des liquides visqueux. Et en fait, alors ça c'est juste le début de l'expérience hein, qui vous fait voir comment on fait chuter les gouttes, d'accord. Et là, ce qui a été étudié en particulier, c'est l'effet de la viscosité sur justement le devenir des gouttes. Et en fait, la viscosité, si j'en parle, c'est pas pour rien parce que ça fait partie des paramètres qui jouent sur le fameux nombre de Galilée. Donc c'est là où je vais prendre quelques instants pour vous parler de ce nombre de Galilée. Donc sans rentrer dans les détails, ce nombre de Galilée, dites-vous que c'est ce nombre-là, en fonction s'il est petit ou s'il est élevé, c'est lui qui va vous dire comment la goutte va évoluer. C'est-à-dire, est-ce que la goutte va plutôt chuter en mode double lobe, comme on l'a vu tout à l'heure, ou est-ce que la goutte va plutôt chuter en mode donut? Ce nombre de Galilée, dites-vous bien que c'est celui-là, c'est lui qui va conditionner la nature de l'évolution, qui va conditionner l'évolution, de la chute de la goutte, qui va lui faire changer sa forme alors même qu'elle était sphérique à la base. Et parmi les paramètres à l'intérieur du nombre de Galilée, parce que ce nombre de Galilée, il est calculable en fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte, et il y a principalement 3 paramètres qui sont évoqués dans l'article, qui jouent sur ce nombre de Galilée. C'est quoi ces 3 paramètres? C'est d'une part la viscosité, on en a déjà parlé, d'autre part la taille de la goutte, donc son volume initial, si elle est plus ou moins grande, ça va jouer, et aussi la pente, la nature de la pente, si c'est plus ou moins raide, d'accord? Alors pourquoi? Je vais essayer de vous faire sentir pourquoi ces 3 paramètres sont importants sur le devenir de la goutte, parce que si déjà, je vais parler déjà de la viscosité. Si la viscosité est plus ou moins importante, la viscosité, ça va justement caractériser le fait que
la goutte s'écoule plus ou moins rapidement sur le plan. Et en fait, plus la viscosité du matériau du liquide est importante, plus la viscosité est importante, plus ça veut dire qu'en fait la goutte va avoir une meilleure cohésion. La goutte va réussir à garantir une forme plus facilement sphérique si la viscosité est plus importante. La tension de surface augmente, voilà, tout à fait. Et en gros, la cohésion est meilleure. Donc ça va jouer sur la cohésion. La taille de la goutte, c'est pareil. Il va y avoir un phénomène que si plus la goutte est grande, plus elle risque par contre de se séparer. À l'inverse, si vous avez une goutte vraiment de petit volume, vous avez plus de chances qu'elle reste une seule et unique goutte. Alors que si vous augmentez la taille de la goutte, vous risquez malheureusement d'avoir plus facilement de la séparation et du coup de changer la forme de la goutte, de sorte à la faire tendre vers le double lobe qu'on a vu tout à l'heure. Donc pareil, la taille va jouer un rôle parce que plus elle est grande, plus la goutte est grande, plus vous risquez à un moment que cette grande taille, cette sphère en fait arrive à se disloquer, à changer de forme. Ça mesure en quoi la viscosité ? De quoi? Quelle est l'unité de mesure de la viscosité? C'est ça que tu veux dire, Avia? On a une explication de la propension de l'écoulement à préférer un parcours sinusoïdal à une trajectoire rectiligne. Alors, je sais pas. Honnêtement, l'article n'adresse pas cette question-là. Donc, je pourrais pas te répondre pourquoi. L'unité, oui, SVP. Je crois que de mémoire, c'est le poids-œil, non? L'unité de la viscosité, je me souviens plus. Bon, là, c'est pas important pour comprendre. Moi, je vais juste vous faire comprendre qualitativement comment ça marche. Donc, du coup, la taille, plus c'est grand, plus vous avez un risque que la goutte ne reste pas sphérique et se déforme au cours de sa chute et se déforme se disloque en fait en plein de petites gouttes qui vont arrêter de chuter. Et après, il y a la pente. Alors, la pente, c'est aussi relativement compréhensible parce que si la pente est très raide, alors la goutte va chuter à une vitesse très importante. Et si elle chute de manière très importante, comme on l'a dit tout à l'heure, à cause de la force centrifuge, la vitesse de chute importante va contribuer à disloquer très rapidement la goutte. D'accord? Donc en fait, vous n'allez pas avoir une chute qui va durer très longtemps. La goutte très vite va acquérir une haute vitesse et en fait va finir par se disloquer. Donc si vous voulez éviter que la goutte se disloque, il ne faut pas que la pente elle soit trop raide, quoi. Voilà, donc bref, je le rappelle pour tous ceux et celles qui ont du mal à suivre parce que je sais que c'est pas simple. Vous avez un nombre en particulier, un nombre qui a été identifié comme étant un nombre qui allait conditionner le devenir des gouttes, quelle forme elles allaient prendre. Ce nombre, c'est ce qu'on appelle le nombre de Galilée. Et pour calculer ce nombre de Galilée, vous avez plusieurs paramètres à prendre en compte. Il y en a 3 principaux qui sont mis en évidence. Il y a la taille de la goutte, il y a la nature de la pente et il y a la viscosité de la goutte. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était 2 expériences où on a fait changer la viscosité en mettant, au lieu d'avoir de l'eau pure, on a fait un mélange eau-glycérol et le glycérol c'est plus visqueux, donc on joue comme ça sur la viscosité en rajoutant du glycérol dans l'expérience. Ok. Et en gros, ce qui se passe, c'est que lorsque le nombre de Galilée est faible, je vais remettre les vidéos pour illustrer, comme ça va accompagner mon explication. Lorsque le nombre de Galilée est faible, alors ça veut dire quoi un nombre de Galilée faible? Ça veut dire qu'en gros, vous avez une taille de goutte relativement faible, vous avez un volume de goutte, une petite goutte, et que vous avez aussi une pente pas trop élevée, et vous avez une viscosité au contraire plutôt haute. Donc un nombre de Galilée faible, ça veut dire une viscosité plutôt haute. Une pente plutôt faible et une taille plutôt faible. Donc en fait, vous allez plutôt être dans une situation où la goutte va garder en cohésion, va pas trop être sujet à la dislocation facile. Vous allez avoir un comportement de type le double lobe. Donc c'est ce qui est... je vais remettre la vidéo là. Hop, c'est ce que vous avez en haut. Donc là, ce qu'on voit en haut, c'est un comportement lorsque le nombre de Galilée est plutôt faible, donc viscosité haute, ou pente pas très élevée, ou goutte d'eau relativement faible, quoi. Donc en fait, ça se disloque pas, ça reste, la chute
Enfin, la goutte ne se disloque pas, mais vous avez 2 lobes qui se forment comme ça. Alors qu'à l'inverse, si vous avez un nombre de Galilée plutôt élevé, alors vous allez obtenir cette forme de donut. Voilà, qui est caractéristique d'un nombre plutôt élevé, quoi. Eau distillée, je suppose. Oui, je pense que c'est de l'eau distillée, à mon avis. Pour être dans la situation la plus simple possible. Voilà. Alors là, vous vous dites, bon, bah ok, c'est cool, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il y ait deux formes de gouttes différentes? Et ben en fait, c'est quand même important de comprendre ces mécanismes parce que c'est littéralement des mécanismes qui peuvent avoir lieu naturellement. Et les deux n'ont pas les mêmes conséquences. Pourquoi? Parce que le cas du bas est peut-être celui entre guillemets le plus grave parce que dans le cas du bas, vous avez une accumulation non négligeable de sable qui, comme vous le voyez, s'accumule surtout à la périphérie. Mais tout de même, vous avez une densité de sable qui devient quand même importante. La goutte gagne en masse, commence à avoir une masse de matière qu'elle transporte non négligeable. Et donc, en particulier, le cas du bas, même si le cas du haut est aussi intéressant en soi, parce que c'est un transport. Dans les deux cas, on a un transport de sable. Donc, on a du sable qui se déplace de la hauteur vers le bas. Donc c'est important à prendre en compte dans les futurs modèles pour voir comment les terrains sont modifiés lorsqu'il y a des précipitations. Et aussi, le cas du bas est particulièrement crucial à comprendre parce que dans le cas du bas, vous avez, comme je le disais, une accumulation de sable qui est bien plus importante que dans le cas du haut et qui peut mener justement à des déplacements de quantité de matière qui sont suffisamment importants pour que ça crée des catastrophes graves, quoi, à l'échelle encore une fois, de falaises qui puissent s'effondrer, quoi. Donc ce phénomène-là, jusqu'à maintenant, il n'avait été que assez peu étudié. Et c'est un phénomène qui, pourtant, est non négligeable quand on veut, encore une fois, essayer de comprendre comment la matière peut se déplacer à partir de l'écoulement de l'eau, à partir des précipitations, quoi. Voilà. Donc je vais arriver vers la conclusion de l'article, hein, et je vais réinsister là-dessus. Mais derrière ces recherches ultra fondamentales sur la mécanique des fluides, sur l'écoulement d'une goutte d'eau sur une surface, derrière l'intérêt, c'est anticiper, essayer d'appréhender dans la vraie vie du monde véritable, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez des précipitations sur des zones où il y a des particules. Alors là, on a parlé de sable depuis le début parce que c'était la manière dont ils ont fait leur expérience. Ils ont utilisé des grains de sable, etc. Mais sur tous les milieux granulaires, on pourrait extrapoler un peu l'expérience en disant que, voilà, tant que vous avez de l'eau qui chute sur des pentes et sur des terrains qui ont des grains, quel que soit le type de terrain, que ce soit grains de sable ou grains d'autres matériaux, alors on se retrouve avec un phénomène d'érosion qui est différent de celui qu'on a l'habitude de prendre en compte. On a d'autres phénomènes d'érosion qui sont à prendre en compte, comme ce phénomène, on va dire, de récupération, d'accrétion de matière qui va finir par se déplacer et s'accumuler à d'autres endroits. Et à cause, encore une fois, de ce déplacement de matière, eh bien, on risque de voir des changements au niveau du terrain. On risque de voir surtout éventuellement des écroulements de certains terrains, comme on a pu le voir récemment avec la falaise qui s'est écroulée en Sicile. Donc pour conclure, ces informations restent cruciales pour mieux modéliser l'érosion des sols sur les terres agricoles par exemple, ou près des falaises, comme ce qu'on a vu en Sicile. Je vais me contenter de lire la fin. Au-delà du domaine des géosciences, puisque c'est le domaine à l'honneur dans cet article, la maîtrise de ces processus conduira à des innovations dans le domaine de la production d'agrégats pour les domaines alimentaires, biotechnologiques ou agrochimiques. Donc en fait, on peut même étendre l'étude à d'autres domaines que la pure compréhension géophysique des sols. C'est aussi mieux comprendre la physique des terrains, même les terrains agricoles, pour voir comment on pourrait peut-être inventer aussi de nouvelles, éventuellement
Enfin, je ne sais pas si on pourrait inventer de nouveaux engrais à partir d'une granulométrie un petit peu différente, mais voilà, il faut comprendre en tout cas l'importance de ce type d'écoulement qui a jusqu'à maintenant pas du tout été étudié. Voilà, je vais m'arrêter ici les amis, ça sera tout pour cet article. J'espère que vous avez réussi à suivre, j'espère que c'était pas trop compliqué, j'ai essayé de rester le plus large possible sans rentrer trop dans les détails. Je sais que ce nombre de Galilée, ils peuvent vous perturber, etc. Mais voilà, je rentre pas plus dans les détails, je me suis servi des quelques vidéos que j'avais en stock, que j'ai trouvées dans le Supplementary Material. Je n'ai pas accès à la publication d'origine malheureusement, mais seulement aux matériaux qu'ils ont mis à disposition. Voilà. On va s'arrêter là. Dites au revoir à YouTube dans le chat. Nous on reste là sur Twitch pour continuer l'émission puisqu'il y a encore du contenu à regarder. Je vous fais des bisous les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette news et puis on bascule tout de suite sur le react de la vidéo sur l'intelligence artificielle. Allez, à très bientôt YouTube, merci d'avoir été là. Ciao!